De nouveaux films annoncés, des trailers dévoilés, des records battus, mais également beaucoup de casting ou encore des infos par rapport à l'univers Marvel. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une énorme dose d'actualité, cinéma et séries. Et pour débuter ce récap, oui, un nouveau film Starship Troopers est en préparation et on apprend même que Neil Blomkamp, le réalisateur de District 9, de Gran Turismo dernièrement ou encore de Chappie et de Elysium, eh bien va le réaliser mais aussi l'écrire. Alors pour rappel, donc Starship Troopers, en dehors d'être évidemment un film qui a beaucoup marqué, c'est aussi à l'origine un roman qui racontait une guerre interstellaire entre la Terre et une horde d'extraterrestres ressemblant à des insectes. Alors il semblerait là que l'ambition de Neil Blomkamp ne soit pas de faire un remake au dernier film qui a évidemment énormément marqué, mais plutôt de revenir au matériel source, donc au bouquin, et d'en faire une œuvre peut-être un peu plus fidèle. Évidemment, nous verrons, mais en tout cas, c'est en préparation. Et du côté de Netflix, on apprend quoi? Eh bien que la saison 7 de Black Mirror sortira le 10 avril 2025. Alors au niveau des informations, sachez que cette saison 7 à Black Mirror sera composée de uniquement 6 épisodes, donc c'est pas forcément énorme, mais malgré tout, c'est un peu plus long que certaines saisons précédentes. Sachant que dans ces 6 épisodes, 2 auront la durée de long métrage, donc sûrement plus d'une heure et demie, on aura de réels films. Ça c'est quand même une bonne nouvelle. D'ailleurs, ce trailer nous dévoile en fait que 2 épisodes au minimum seront des suites à des épisodes précédents. C'est notamment le cas de USS Callister qui aura le droit à une suite dans cette saison 6. Et on a également visiblement une suite, en tout cas une suite spirituelle d'une certaine manière, à Bandersnatch. Alors pour ceux qui l'auraient oublié, Bandersnatch, c'était pas dans une saison de Black Mirror, c'était un truc un peu à part puisque c'était un épisode interactif. En gros, on faisait des choix et ça faisait évoluer au fur et à mesure l'histoire en fonction des décisions qu'on prenait. Eh bien on voit que Will Poulter est de retour dans le rôle qu'il avait dans Bandersnatch. Alors on en découvrira bien plus évidemment le 10 avril, mais sachez qu'au niveau du casting, on retrouve Awkwafina, Peter Capaldi, Emma Corrin, Issa Rae, Bill Magnussen et bien d'autres, et j'ai évidemment très hâte, surtout que c'est vendu un peu comme un retour aux sources, et ça, forcément, ça fait plaisir. En parlant trailer, celui de Lilo et Stitch, le remake live de Disney a été dévoilé. Alors déjà, évidemment, c'est une première information en soi, mais on apprend quoi? Que c'est un record, puisque en seulement 24 heures, c'est 158 millions de vues cumulées sur toutes les plateformes, ce qui en fait la deuxième bande-annonce pour un live-action Disney le plus vu de tous les temps, derrière le teaser du Roi Lion en 2019. Donc ça montre quand même un certain intérêt pour ce film Lilo et Stitch, et ce qui est très intéressant en plus de ça, c'est qu'à l'origine, ce film-là, il aurait dû sortir sur Disney+, donc un film auquel Disney ne croyait pas spécialement, en tout cas n'avait pas une ambition cinématographique de générer beaucoup d'argent, va finalement sortir dans les salles, un peu comme finalement Vaiana 2, qui était à l'origine d'une série Disney+, qui a été transformée en film au cinéma. Alors évidemment, faire beaucoup d'audience en termes de trailer ne veut pas dire que le film va rencontrer un succès au cinéma, mais c'est plutôt bon signe en général, et donc on peut peut-être s'imaginer un énorme succès au box-office mondial pour ce Lilo et Stitch daté pour le 21 mai 2025 en France. Et en parlant de trailers beaucoup vus, celui de The Last of Us saison 2 a visiblement très bien marché de nouveau. On est encore sur 158 millions de vues. Donc voilà, en seulement 3 jours cette fois. Donc sur une durée quand même légèrement plus longue. Donc pour la bande-annonce de la seconde saison qui est prévue pour rappel sur Max le 14 avril. Et donc c'est tout simplement la bande-annonce la plus regardée pour un HBO ou un Max Original. Donc gros succès pour cette saison 2. En tout cas à première vue évidemment on verra quand les audiences de la série seront dévoilées. Et en parlant d'audience de série, Reacher saison 3 cartonne. Alors malgré une sortie, j'ai envie de dire dans l'indifférence, mais c'est pas vraiment ça, dans l'inexistence communication de Prime Video, c'est-à-dire qu'en fait globalement personne n'était au courant, à part ceux qui sont très fans et encore, que Reacher saison 3 arrivait sur Prime Video en France. La communication est catastrophique, disons les termes, il n'y a personne qui est au courant, j'ai l'impression d'être le seul à avoir communiqué dessus, mais évidemment, passons, dans tous les cas, ça semble quand même très bien marcher à l'international, puisque c'est 54,6 millions de téléspectateurs dans le monde qui ont regardé pour l'instant cette saison 3 en 19 jours de Reacher. Ce qui est vraiment pas mal, puisque c'est tout simplement, on va dire, le meilleur démarrage pour une série ou une saison depuis Fallout. Donc ça commence un petit peu à dater un peu plus d'1 an. Donc c'est quand même pas mal, et c'est même en hausse par rapport à la seconde saison qui était là aussi un énorme succès. Donc on comprend mieux pourquoi ils ont commandé un spin-off et pourquoi une saison 4 est déjà en préparation, surtout que c'est évidemment aussi une série qui coûte relativement moins cher, par exemple qu'un Seigneur des Anneaux, qui certes a peut-être très bien marché pour la première saison, mais qui coûte évidemment beaucoup, et tu peux rajouter beaucoup plus cher.
Avant d'enchaîner sur toujours plus d'actualités, j'en profite pour remercier les différents sponsors de la chaîne qui ont évidemment accès à des vidéos sans publicité et en avant-première. Merci beaucoup à vous. On arrive donc sur des news Marvel, puisque les frères Russo, donc les réalisateurs des précédents films Avengers, mais aussi de Doomsday et de Secret Wars, qui sortiront en 2026 et en 2027, ont eu lors d'une interview, à l'occasion du film The Electric State sur Netflix, qu'ils réalisent également, eh bien abordé certains sujets, notamment en répondant à la question, est-ce que les concept art qui ont leak dernièrement, qu'on a pu aborder notamment en direct dans 100% Marvel, sont réels et est-ce que c'est dérangeant pour la production du film? Eh bien à ça ils ont déclaré rien de gênant, ce ne sont pas nos concept art. Donc voilà, alors évidemment, est-ce qu'ils mentent? C'est pas impossible. Évidemment, tout est en soi possible là. Peut-être qu'il s'agit de réel concept art et donc ils mentent pour ne pas spoil du coup réellement ce qu'on va retrouver dans le film. C'est une possibilité, c'est pas la première fois que des réalisateurs ou autres, même les frères Russo, mentent pour justement ne pas tout dévoiler, premier élément. Et c'est aussi possible qu'ils disent réellement la réalité et que c'était pas des concept art réellement pensés, en tout cas d'eux, pour ce film là. C'est tout à fait possible. Sachant que pour l'anecdote, et ça je trouve que c'est assez marrant, ils ont confirmé que tout comme c'était le cas à l'époque pour Infinity War et Endgame, etc., ils ont accès en fait en interne pour développer le film à des cartes de baseball avec chaque fois un acteur et un personnage du coup de l'univers Marvel dessus. Et en fait à chaque fois, dans cette carte là, il y a également l'info du contrat sur lequel l'acteur est engagé, même si c'est de moins en moins le cas que les acteurs aient des contrats très très longs côté Marvel, et aussi potentiellement combien ils coûtent. Et en fait, ça permet à eux d'organiser un peu de « Ah ok, on aimerait cet acteur-là, mais attends, ça commence pas à faire un peu trop et tout. » Et donc ça permet de mieux visualiser. Et visiblement, l'une des nouveautés par rapport à l'époque où ils avaient déjà des cartes comme ça, c'est que maintenant, elles sont magnétiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout simplement les mettre sur un tableau, voilà, un tableau magnétique, et donc pouvoir mieux visualiser les choses. Je trouvais l'anecdote plutôt cool, donc je vous la partage évidemment. Et toujours côté Marvel, on en a évidemment déjà parlé de nouveau dans 100% Marvel, mais oui, Sadie Sink rejoint le casting de Spider-Man 4 avec Tom Holland et qui est daté pour juillet 2026. Alors évidemment, on ne connaît pas le rôle qu'elle aura dans ce film. Juste, c'est un rôle assez important. Visiblement, c'est quand même le premier gros casting à rejoindre le film, si on oublie évidemment Tom Holland, Zendaya, etc. Donc au niveau des suppositions, évidemment, on pense à Mary Jane. L'actrice est rousse, Mary Jane est rousse, c'est pas impossible. Malgré tout, même si c'est pas vraiment Mary Jane qu'elle incarne, on avait déjà un peu un équivalent donc dans le personnage de MJ, incarné par Zendaya. Donc est-ce qu'il y a réellement un intérêt? Faudra voir. Surtout que ça peut être aussi lié au multivers. Évidemment, tout est possible, surtout vu où va sortir Spider-Man 4, qui sort entre Doomsday et Secret Wars, donc potentiellement dans une exploration du multivers assez développée. On va dire ça comme ça. On a également, selon les théories et rumeurs, la possibilité qu'elle puisse incarner Jean Grey, une X-Men. Ça ferait une introduction assez étonnante, on n'imagine pas forcément présenter Jean Grey dans un film Spider-Man, mais ça serait une possibilité, d'autant plus que de nouveau, les X-Men vont très bientôt débarquer dans le MCU, on sait qu'un film est en préparation, et que peut-être il sortira soit en 2027, soit en 2028. Ça peut bouger, mais dans l'idée ça pourrait être ça, donc présenter le personnage en 2026, c'est pas non plus aberrant. Voilà, premier élément. On a aussi la possibilité qu'il s'agirait de Black Cat. Alors évidemment, certains diront ouais, mais la coupe de cheveux correspond pas. Bon bah déjà, j'ai envie de te dire qu'une couleur ou une perruque ça se fait, évidemment, mais bon. Vous savez que, est-ce que moi j'aurais imaginé ça en Black Cat? Pas forcément, mais ça reste une possibilité. Et il y a aussi celle de Gwen Stacy. Qu'elle puisse incarner Gwen Stacy. Alors certains diront c'est quand même bête d'incarner une actrice, de caster une actrice rousse pour incarner un personnage blond. Alors j'ai envie de vous dire qu'on l'a déjà vu par le passé, notamment avec l'actrice Emma Stone dans The Amazing Spider-Man. Certes elle était peut-être pas rousse juste avant le film The Amazing, mais elle a quand même été rousse pendant très longtemps, et voilà. Et pourtant elle est bien blonde dans le film, donc c'est pas impossible. Et on l'a eu même Bryce Dallas Howard dans Spider-Man 3, même si son rôle est très petit, qui est pas du tout blonde à la base, elle est plutôt rousse, même si évidemment elle a aussi des fois changé de couleur, mais ça se change du coup. Et du coup qui a incarné Gwen Stacy. Donc tout est possible de ce côté-là, même si évidemment, vous savez qu'on penche forcément plutôt sur une actrice rousse sur le papier. On verra. D'ailleurs, côté casting, il faut aussi qu'on en parle. On a beaucoup d'annonces de ce côté-là. Puisqu'on apprend quoi? Eh bien que Netflix s'intéresse à Daniel Craig pour le film Narnia, qu'il prépare pour fin 2026 et réalisé par Greta Gerwig. Ok, pourquoi pas avoir le rôle qu'il aura. Ça dépend aussi quel roman réellement ils vont décider d'adapter. On apprend aussi que le prochain film de Barry Jenkins, le réalisateur de Mufasa, le Roi Lion notamment, eh bien s'appellera The Natural Order. Il sera écrit par Matthew Aldrich, à qui l'on doit Coco, et il s'agira d'un thriller de science-fiction de haut niveau, centré sur la quête de la vie éternelle. Et si je vous en parle, c'est que Glenn Powell y aura la tête d'affiche, vu notamment du coup dans Top Gun Maverick, entre autres. On apprend également que donc l'acteur Ryan Hurst, vu dans Son of Anarchy, rejoint l'Odyssée de Christopher Nolan, daté pour l'été 2026 et évidemment dans un rôle inconnu. On apprend également que Phoebe Dynevor et Jake Gyllenhaal sont en négociation pour jouer dans le prochain film de M. Night Shyamalan, à qui l'on doit Old, Glass, Split, etc. Il s'agira d'un thriller romantique surnaturel dont on n'en sait pas forcément plus, à part que c'est basé sur une histoire originale
co-créé par Shyamalan et par le romancier Nicholas Sparks. La particularité, c'est qu'en fait les deux vont à la fois écrire un film et à la fois un roman, et donc à chaque fois ça sera adapté au support. Donc ça peut être assez intéressant, et du coup un casting de nouveau intéressant. On apprend également qu'un remake de JF partagerait appartement, un classique de 92, est en préparation, et que du coup Jenna Ortega et Tyler Russell devraient avoir, en tout cas ils sont en négociation pour avoir les rôles principaux dans ce film. Pour rappel, à l'époque, on y suivait le personnage de Bridget Fonda, qui incarne une New-Yorkaise fraîchement célibataire qui a le malheur de choisir une colocataire collante et maladroite. Voilà. Et de nouveau côté casting, mais côté série, le reboot entre guillemets de Prison Break avance. Alors je rappelle que ce ne sera pas un reboot total, mais c'est plus dans le sens où ça prend place dans le même univers que la série originelle, mais on suivra de tout nouveaux personnages, et le but n'est pas de ramener les acteurs précédents, même si évidemment sur le long terme ça pourrait être possible si le succès est au rendez-vous. Et bien on apprend quoi? Que Emily Browning, vu dans American Gods, Luca Gage, vu dans Euphoria et The White Lotus, et Drake Roger, vu dans Landman et The Winchesters, donc le spin-off à Supernatural, rejoignent ce reboot uniquement l'épisode pilote. A savoir que pour l'instant, Hulu, et ce sera sûrement sur Disney+ en France, n'ont pas commandé la série au complet, mais uniquement en épisode pilote pour voir ce que ça pourrait potentiellement donner s'ils vont commander une saison complète. On a également appris que David Dastmalchian est en casting, du coup, au casting de Dexter Résurrection, qui est prévu pour cet été sur Paramount+ aux US et à une date inconnue en France. On a aussi Daniel Radcliffe qui jouera aux côtés de Tracy Morgan dans un pilote d'une série comique de NBC sur un ancien footballeur tombé en disgrâce et qui a pour mission de redorer son blason. Et bien le célèbre acteur d'Harry Potter évidemment incarnera Arthur Tobin, décrit comme un cinéaste primé qui emménage dans le manoir du footballeur pour filmer un documentaire immersif. On verra si une saison complète est commandée, mais j'avoue que sur le papier, ça peut être intéressant. Et on apprend également que Jeff Daniels rejoint la saison 3 de Shrinking dans le rôle du père de Jimmy sur Apple TV+. Et hors casting, mais on a encore des infos, je vous ai dit, ça sera un récap chargé en termes de petite actualité. On apprend quoi? Eh bien via l'acteur Lucas Haas, qui a parlé donc de Spider-Man Noir, la série, vous savez, de Prime Video avec Nicolas Cage, voilà, tiré d'un personnage de l'univers de Spider-Man. Eh bien il a déclaré: nous l'avons filmé, je pense que ça sortira en noir et blanc et en couleur, mais les écrans étaient tous en noir et blanc, ce qui donnait une impression très authentique. Spider-Man Noir, c'est censé être vendu comme un polar noir. Donc un polar noir, c'est vrai que se diriger vers une série en noir et blanc, ce serait une très bonne idée, même si malgré tout, c'est peut-être trop risqué pour le grand public qui va être en mode non, j'ai pas envie de mater une série en noir et blanc. Donc je pense qu'effectivement, si il doit y avoir une version en noir et blanc, il faut qu'il y ait aussi une version en couleur. Je pense que Marvel, en plus, alors c'est pas du tout la même boîte de production évidemment, là on parle de Sony, mais dans le cas de Marvel Studios par exemple, quand ils ont sorti Werewolf by Night en noir et blanc, je pense que clairement ça a repoussé beaucoup de gens, ça avait énormément de charme, mais ça a aussi repoussé beaucoup de gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'un an plus tard, ils ont sorti une version en couleur. Donc là je pense que à choisir, il faut vraiment qu'ils fassent peut-être les deux versions, ce sera à mon avis la meilleure stratégie. Je vous laisserai évidemment débattre en commentaire, sachant qu'on ne sait pas encore quand ça sortira, donc peut-être en fin d'année ou alors en 2026, c'est pas impossible. Et autre chose, alors plutôt un démenti. Si vous voyez passer sur les réseaux sociaux Toy Story 5 est terminé, c'est bon, il est prêt à sortir, c'est faux. Voilà, c'est faux. En fait, tout se base uniquement sur ce post qui laisse supposer qu'il y a eu une projection de Toy Story. Donc en fait, ce qui est probable, c'est qu'il y ait plutôt eu une projection test du film. Donc peut-être pas une version définitive, évidemment, voilà, puisque le film est quand même daté pour l'année prochaine. Alors ils peuvent terminer évidemment relativement tôt, mais là pour le coup, je pense qu'il n'y a rien qui confirme que le film est réellement terminé, mais plutôt qu'il y a eu une projection presse, enfin une projection test, excusez-moi, en interne, histoire de voir, voilà, est-ce que cette version la plaît, et est-ce qu'on, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire en termes de modification, en termes de changements, etc. Et maintenant, pour terminer, parlons renouvellement. 3 bonnes nouvelles. Déjà, la série Landman de Paramount+ est renouvelée pour une seconde saison. C'est par le créateur de Mayor of Kingstown ou encore Yellowstone. On apprend aussi officiellement cette fois que Apple TV+ renouvelle Ted Lasso pour une 4e saison, avec le retour de Jason Sudeikis dans le rôle évidemment principal de l'entraîneur de football américain moustachu. Et on a également l'annonce que la série Percy Jackson de Disney+ est renouvelée pour une 3e saison. Donc il pourra adapter le sort des titans, ça fait plaisir. Sachant que la saison 2, c'est confirmé, sortira en décembre, donc sur Disney+, ce qui veut dire qu'on aura eu quasiment 2 ans d'attente entre la première et la deuxième saison, globalement. Donc j'avoue que ça, c'est un peu long, j'espère que le fait qu'ils renouvellent la série si tôt, c'est aussi un moyen d'éviter peut-être qu'il y ait tant d'écart entre les 2 saisons, parce que sinon les acteurs vont commencer à vieillir très vite, et ça va vite poser problème si tu vas dater les 5 romans au minimum. Voilà. Donc j'imagine que l'ambition est ça, peut-être de tourner relativement tôt pour peut-être qu'on ait maintenant plus qu'1 an d'écart entre chaque saison. Ça reste évidemment une théorie très personnelle, mais je vous laisserai débattre en commentaire en espérant que ce gros récap ciné-série vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.